Bienvenue pour la première édition du Street Show pour cette nouvelle saison, édition 2025-2026. Vous savez, Face à Radio et Street Show, c'est lié. Oui, tout simplement, c'est lié avec la chaîne YouTube Face à Radio, l'Instagram Street Show by Radio et le TikTok Street Show. Plusieurs invités aujourd'hui, je vous les présente dans un instant. Je voulais également saluer notre partenaire, c'est SexyLib, un super site libertin, donc un site internet où vous allez pouvoir faire des rencontres libertines et échangistes. C'est le site libertin pour des rencontres libertines et sexy avec une communauté active. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur sexylib.com. On vous met les liens évidemment en description. Le site est d'ailleurs gratuit pour les couples et femmes seules. Et la messagerie est gratuite pour tous les membres. Voilà, donc big up à notre site, notre partenaire SexyLib. Aujourd'hui, on va parler football dans le Street Show avec 3 invités de marque. On commence par vous, mesdames, par toi, madame Tiffany Rubio. Bonjour Rajou. Ça va? Salut. Bah oui, ça va et toi? Ouais. Oui, ça va très bien. Tu rigoles, c'est SexyLib qui te fait rire. Bah oui, je vais pas dire que c'est ça. Voilà, peut-être pas. Il y a peut-être une anecdote à raconter ou pas, je ne sais pas. Une anecdote sur... Bah oui, oui, sur un invité qui est parti du plateau, je crois, il y a quelques minutes. On ne voulait pas lire, mais c'est vrai qu'on s'est fait planter par un invité. Donc, ça arrive. Ça arrive, ça peut arriver. Mais vous êtes là en tout cas. Tu es là parce qu'on va parler football aujourd'hui et je voulais faire un peu une émission sur le football. Et avec différents types de personnes, pas forcément des footballeurs, mais des supporters. Donc toi, tu es supportrice du Paris Saint-Germain. Et je crois. Ça se voit. Paris Saint-Germain avec mon beau maillot. Il manque l'étoile, je n'ai pas apporté le maillot avec l'étoile. Ah oui, c'est un ancien ça du coup. C'est celui de l'année dernière. Ouais. La saison 2024-2025. Très beau en tout cas ce maillot. Et puis il y a un journaliste sportif également, TF1, C8, BFM, Thibaut Vézérian. Pas BFM encore. T'as pas fait BFM? Peut-être un jour, mais pour l'instant. Pourquoi t'as pas fait BFM? Ça te sert à quoi de pas Parce que j'ai fait TF1, LCI, après Groupe, groupe Canal, C8, CNews. Aujourd'hui sur YouTube aussi. J'ai pas été encore dans le groupe RMC. Aujourd'hui sur Twitch. Aujourd'hui sur Twitch pour des directs et beaucoup de vidéos sur YouTube aussi de sport, Instagram, TikTok. On va revenir également aussi, sur ta carrière. Et puis, donc notre troisième invité, recordman des présences dans l'émission, 3 fois quasiment en 3 ans, en 2 ans dans le Street Show. Bakian, ça va? Ça va très bien, merci pour ton accueil. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler foot, bien sûr musique, mais aussi football. Musique et football. Plaisir partagé, on sait, tu es passionné de football, tu l'avais déjà dit, et puis tu connais pas mal de footballeurs, et les footballeurs te connaissent, notamment Emmanuel Petit, avec qui tu as produit, du coup, vous avez monté on a travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, chacun a pris un chemin différent, mais ça a été des années. Mais comment quelles sont ces rencontres? Parce que toi, tu n'es pas forcément à la base dans le milieu du foot, mais tu l'es quand même. En fait, rencontré justement Emmanuel Petit. Oui, en tant qu'artiste, on est parfois convié pour participer à des matchs caritatifs pour différentes causes, etc. Donc, c'est comme ça qu'on s'était connus, entre autres avec Emmanuel Petit. Voilà. Donc, passionné de football, on le disait, supporter de l'OM. Exact. Alors, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. J'ai un avis sur la question. Je pense qu'ici, c'est bien. Alors, oui, on l'a pas dit, Thibaut, supporter du PSG aussi? Ah non, moi, je n'ai pas de supporterisme en moi. Parce que depuis tout petit, j'ai la fâcheuse tendance à suivre les joueurs plus que les clubs. Et qu'à force de connaître avec le travail, le monde professionnel a fait que j'ai des amis dans beaucoup de clubs. Et ce que j'apprécie avant tout, moi, dans ce sport, c'est les émotions des stades, les ultras, le public et la ferveur. Donc forcément, ça me rapproche de certains grands clubs qui ont une ferveur particulière dans leur stade, mais de Lens, Marseille, certains moments à Paris, un peu moins les dernières années, ou à Strasbourg, il y a des villes de foot comme ça qui sont terribles. Justement, c'est quoi? Un peu moins Monaco, Greg. Mais apparemment, il y a quand même beaucoup de supporters à Monaco. Mais c'est la blague facile. Oui, c'est la blague facile. C'est la facilité, ça. Et voilà, je tombe dans les... Et je pense qu'à Guignon, il y a moins de monde, mais il n'y a plus d'équipe. Exactement, mais j'ai connu Guignon. Oui, t'as Guignon. Belle bourgade. Ouais. Sympathique. Mais alors justement, toi qui as fait tous les stades de France, j'imagine, avec tes différentes émissions, c'est quoi le meilleur public? Non, Lens, c'était très particulier. Lens, mais justement, je pensais à ça. Ni toi, c'est... J'ai un affect particulier pour son président, mais en réalité, Lens, les corons, ce public qui est face à l'entrée des joueurs et non pas derrière les buts, ces chants qui sont aussi particuliers, ça c'est unique. Mais Marseille, c'est aussi unique en son genre, c'est un volcan qui explose sans cesse pour tout et rien. Et Paris, c'est un peu Disneyland, c'est cette ferveur particulière qui est
encore plus forte avant avec les deux publics. Je dis ça parce que Paris attire énormément de touristes depuis maintenant 10-15 ans avec l'arrivée des Qataris. Et donc, c'est devenu, je parle sous ça. Tu veux dire que les gens sont devenus supporters du PSG avec les Qataris? Oui, et aussi, il y a eu beaucoup, avec l'arrivée de Kang In-lee, le Coréen, il y a beaucoup de Coréens qui viennent au stade. Quand Beckham est arrivé, tout d'un coup, il y a eu un nouveau public. Et ça crée ça. Et c'est Paris, c'est le PSG qui est. Quand Beckham, il y a eu beaucoup de filles qui sont venues du coup. Exactement, voilà. C'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas supportrice de l'Air Qatari, donc ça me va. Après, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des supporters de l'Air Qatari comme il faut des supporters anciens. Il faut, voilà, à un moment donné, malheureusement, nous, supporters anciens, on va partir un jour ou l'autre. Il faudra prendre la relève. Comme les fans de F1 depuis Netflix et Drive to Survive, il y a beaucoup de filles, de jeunes qui suivent la F1 et qui... Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu des phénomènes marketing aussi qui la consommation du sport, voilà, la consommation du sport, elle a vraiment changé. Avant, il y a encore 20 ans, regardez les matchs en entier. Aujourd'hui, ils les consomment sur Instagram, sur X, à la va-vite et tout. Et donc, on préfère regarder une série sur Netflix, comme il le dit, pour avoir le résumé de la saison que de se taper tous les dimanches 3 heures de Grand Prix. C'est la nouvelle génération de consommation aussi, de consommateurs. Justement, avec vous aujourd'hui, on va parler du football, comment il a évolué, parce que toi tu l'as vu, avec cette fameuse chaîne Ligue 1+, qui a fait beaucoup parler. Et justement, Greg, pour revenir donc à l'Olympique de Marseille, donc toi, c'est parce que tu viens du Sud, on rappelle Bandol. Je suis né à Marseille. Ouais. Tu es né à Marseille, pardon. Donc ok, bon, les supporters de Marseille, c'est normal. Mais bon, tu as quand même admiré, enfin pas admiré, mais tu peux... Le PSG ces derniers temps, enfin l'année dernière, c'était quand même pas mal. C'est compliqué de dire c'est pas bien quand on aime le football. Je dirais pas admirer, mais en tout cas, quand on aime le football, on peut pas dire c'est pas bien. En tout cas, non, il faut reconnaître qu'ils ont fait une saison exceptionnelle. Je veux dire, ils ont quasiment tout gagné, mis à part la Coupe du Monde des clubs, je crois. Ouais, en finale quand même. Voilà, en finale, mais finaliste quand même. Donc même s'ils n'ont pas gagné, voilà, même s'ils n'ont pas gagné la Coupe intercontinentale. La Coupe intercontinentale. Donc c'est une saison historique. Je pense qu'ils ont eu du mal à reproduire une performance aussi exceptionnelle, mais non, il n'y a rien à dire. Ils ont fait une saison historique et il n'y a qu'à dire bravo, quoi, même si on n'est pas supporter du Daniel Bravo. Daniel Bravo, il a joué dans les deux clubs, à Paris et Marseille. En fait. Je m'en souviens très bien, parce que cette année-là, Marseille avait été en finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Oui, 98, 99, etc. 3-0, désolé. Et on manque le titre de champion de France à la dernière journée. Enfin, saison un peu traumatisante pour les supporters. Laurent s'est expulsé en finale, c'est ça Contre Parme, ouais. Il n'a pas eu de chance dans les finales, lui, entre la Coupe du Monde 98. Et puis finalement, on ne gagne aucun titre cette saison-là, alors qu'on fait une énorme saison. Ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné de titre tout court. Depuis 2012, je crois. Coupe de la Ligue. Ouais, c'était en 2012, finalement. Deschamps, ouais. Parce que la rivalité, on sait qu'il y a une grosse rivalité OM Paris, mais elle a quand même un peu évolué, cette rivalité, je sais pas, enfin... Non, c'est pareil, il y a toujours les mêmes tensions. Un peu moins ces dernières années. Tu me corriges si je me trompe, mais c'est parce qu'on est au-dessus. Non, mais faut mettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que Paris domine ces dernières années le championnat. Là, on vient de gagner, effectivement, on vient de faire une saison incroyable, comme Riori a dit. On vient de faire une saison incroyable, on a 5 trophées, on a Dembélé Ballon d'Or, une saison qu'on ne refera certainement jamais. Ça, on ne sait pas, c'est possible que si. Certainement, j'ai dit, jamais. En tout cas, ça va être difficile. Et c'est vrai que les classicos ou MPSG n'ont plus les mêmes saveurs que ceux qu'on vivait. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, où on avait ce stress en tant que supporter parisien de se dire mais qui va gagner, comment ça va se finir le match. Bon, là, c'est vrai, ils ont gagné 1-0 au Vélodrome. Ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas gagné. C'est vrai que c'est des jeux contre l'équipe C. C'est vrai que moi, je ressens plus de tension contre l'Olympique Lyonnais depuis quelques années. C'est plus rivalité du coup revenue avec. Ça restera. Au PSG, ça restera. Voilà, ça restera. Ouais, mais parce que, par exemple, avant, il y avait pas mal de joueurs qui. Aussi, il y en a certains qui pourraient jamais jouer à Paris et Marseille, puis il y en avait d'autres qui faisaient les deux en fait. Il y en a eu beaucoup. Comme Eric Dimeco qui disait toujours qu'il ne pourrait pas jouer à Paris. On en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a eu beaucoup de joueurs. Il y en a eu beaucoup. Fabrice Fiorez, Il y a eu un livre qui a été fait par Jean-François Pérez, tu connais sûrement. Directeur en chef des sports. Du JDD maintenant. Au JDD. Voilà. Et moi je l'ai croisé à RMC, parce que j'étais stagiaire à RMC, il m'avait offert son livre dédicacé d'ailleurs. Justement, c'était sur OM PSG, sur les différents joueurs qui avaient joué. Dans les deux clubs. Mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal, ouais. Georges Weah aussi. Georges Weah, ouais. Georges Weah. Et puis là, le dernier. Timothée Weah. Timothée Weah, parce qu'il a été formé, je crois. Formé au PSG. Patrick Colter. Il y en a plein, Patrick Colter, Daniel Bravo. Florian Maurice. Gabi Heinz. Il y en a plein. C'est un quiz d'Allemagne, plus que ça. Jocelyn. C'est vrai. On parlait, Jocelyn Anglova aussi, qui a quitté le PSG pour aller. Exact. Fiorez, DU. Ouais. Fabrice Fiorez. On disait qu'il y avait quand même plus de joueurs à être partis du PSG pour la Marseille que le contraire. Joseph-Antoine Bell, non. Joseph-Antoine Bell, je ne sais pas s'il a joué à Paris. Il a joué à Marseille, non? Il a joué à Marseille.
Après, tu as Athème Ben Arfa aussi. Athème aussi. Mais le dernier, d'ailleurs, c'est l'équipe. C'est Adrien Rabiot. Ah oui, c'est Rabiot. Non, Timothée Weah. Ah oui, oui. Si. Il a joué avec Paris. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'en tant que supporter parisien, celui qui nous a marqué le plus là, c'est Adrien. Ouais, c'est Adrien. On va pas se le cacher. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que ça a été. il a été formé. Il a été formé. Weah, il a joué. Mais il a joué après aussi en pro pendant des années. Oui, il est parti, mais voilà. On n'est pas en très bon terme avec. Il n'est pas parti en très bon terme avec le PSG. Mais ni avec l'OM. Enfin, je pense qu'en fait, à chaque fin. Dommage, d'ailleurs. Dommage, très dommage. Pas en bon terme. Voilà. Donc, toi, justement, on disait supportrice, tu es venue en tant que supportrice du PSG, tu as fait longtemps. Puis toujours, tu es supportrice par ton père et ton frère, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, je supporte le PSG. Alors, à te donner l'année exacte, je pourrais pas. Je vais dire dans les années 2000 à peu près, à l'époque de Laurent Robert. C'est Laurent Robert qui m'a marqué, clairement. Ah ouais. Vous en rappelez? Laurent Robert, Réunionnais. Exactement, avec son fameux pied gauche. J'avais 12 ans à l'époque. Allez, pour toi. Avant Montpellier. Montpellier. Donc voilà, et puis effectivement, mon père et mon frère regardaient tous les matchs du PSG. Alors quand t'es une fille, tu joues encore à la Barbie, puis au bout d'un moment, tu commences à regarder le foot, et puis t'aimes bien, et puis tu supportes. Et voilà. C'était comme ça à mon époque. Je jouais à la Barbie, j'ai pas peur de le dire, et j'ai commencé à regarder le PSG. Et ça commençait un petit peu à me faire kiffer, à regarder les matchs. Et mon tout premier maillot, je vais bien dire malheureusement aujourd'hui, c'est Fabrice Fiorez. Thomson, Fabrice Fiorez. Parce que tu es tombé dans les années du feu renouveau de Père avec le retour d'Anelka. C'est ça. Donc Benarbia, Robert, Christian, Anelka. La finale. Ils ont essayé de relancer le PSG à ce moment-là, coup de millions en 2000. Benarbia qui quitte Bordeaux, qui est champion avec Bordeaux. Avec le retour de Luis Fernandez aussi. Mais Luis, il arrive pas en début de saison, il arrive qu'au mois de. Il arrive après Bergerot, après débâcle, et donc ils tentent de relancer la machine, et puis arrive l'ère ensuite Ronaldinho. C'est ça. Pauletta, c'est 2003. 2003, Pauletta. Pauletta, c'est 2003. 2003. Après, Échangé avec qui d'ailleurs, Pauletta? De quoi? Il a été échangé à Bordeaux avec quelqu'un. C'est contre Christian. Non. Très bien que c'était Bordeaux, mais. C'est contre. Tiens. Si vous l'avez chez vous. Paoletta a été échangé. Il a été échangé. Il y a un Parisien connu, encore très connu, qui est parti à Bordeaux. Du coup, il a entraîné le PSG il n'y a pas si longtemps. Qui a entraîné le PSG il n'y a pas si longtemps. Un défenseur central qui avait des cheveux à l'époque qu'on a Pochettino. Pochettino part à Bordeaux à ce moment-là, d'accord. Ouais. Mais ça m'avait pas. Il n'a pas fait grand-chose à Bordeaux en fait en soi, mais. Ça m'avait pas marqué sa mémoire. Est-ce que vous pensez que c'est une fake news? Du coup, je vais vérifier. Mais là, vous mettez le doute. Je pensais que vous alliez dire oui, c'est vrai, mais. Parce qu'il y a quand même une arnaque là de vendre un vieux Pochettino contre un Paoletta. C'est vrai, c'est un peu. Ils ont perdu un échange qui est un peu bizarre. Il était quand même fort encore Pochettino au moment où il était. Oui, c'est ça, il est parti en 2003. J'avais raison. Il est parti à Bordeaux, il a joué une saison, mais bon, c'était pas la meilleure de cette saison, parce qu'on se rappelle. Parce que quand Pochettino a au PSG en 2001, par contre, c'était pareil au mercato d'hiver. Avec Enzo et Arteta, c'était bien. Et Arteta, c'est vrai qu'il y a eu Arteta qui a joué à PSG. Oui, et qui maintenant joue à Arsenal. Il joue pas. Entraîneur d'Arsenal. Oui, il venait du Barça, du coup, Arteta. Il a été prêté 6 mois au Paris Saint-Germain. Bon, ça avait fait. C'était bien ou pas? Je me rappelle plus. C'était une époque un peu comme dit Thibaut, c'était un peu entre-deux. Je crois que Louis, quand il reprend l'équipe, il termine 4e du championnat, ils arrivent à bien remonter, se qualifient pour une Coupe d'Europe. Donc ils avaient beaucoup de joueurs. C'est une époque où il y avait Sorin aussi. Juan Pablo Sorin. De Vampeta. Vampeta, il aimait beaucoup traîner la soirée parisienne. Il profitait beaucoup. Je me demande s'il n'y a pas d'Almat et Luxin aussi à cette époque. C'est 99. Ça, c'est avec Anelka et c'est là que ça. Ah non, c'est 2000, c'est après, c'est 2000. C'est l'année où ils étaient. Oui, ils étaient tous les deux arrivés un an avant à Marseille, ils étaient les meilleurs joueurs de Marseille, machin, et Paris leur prend les deux là. J'avais des supporters, des potes Marseille qui faisaient la gueule et tout, ça fait bien rigoler. Chacun son tour. Ça n'avait rien donné aussi. Et ça n'avait rien donné au PSG. Donc oui, on parlait des joueurs qui échangeaient entre Marseille et Paris, il y a eu eux aussi. Donc Paris a évolué, c'est vrai que tu disais, donc toi tu n'as pas supporté à partir des Qataris. Non. Beaucoup le sont devenus entre guillemets. Oui, après encore une fois, comme entre guillemets, parce que pas que. Il faut aussi des nouveaux supporters. Maintenant, j'ai plus du mal, on va dire, avec ces nouveaux supporters qui ont supporté le PSG effectivement à la finale, et puis dès que là ils vont perdre, on va plus les voir.
Là, j'ai plus du mal avec ça. Mais les supporters de l'ère Qatari, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des jeunes, des moins jeunes, voilà. Il y a pas de... Et ton meilleur souvenir hors Qatari, si t'en as? C'était mon premier match au Parc des Princes. Mon premier match au Parc des Princes, c'était PSG Bordeaux. À l'époque, Pedro Miguel Paoletta était encore à Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Et du coup, je sais plus, c'est 2002 ou 2003 le match au Parc. Et Paoletta a une touche, du coup, récupère la balle. Nous, en tant que supporters parisiens, bien évidemment, on le traite de petit nom d'oiseau et il nous fait un bras d'honneur et il signe l'été au PSG. Wow. Voilà. Donc, c'était en 2003 alors. Ça. Je sais plus le match au Parc des Princes, c'était 2003 ou 2002. Il a joué longtemps. Lui, il a signé à 2003. Mais c'est vrai que voilà, c'était mon premier match, donc premier souvenir. Ça reste un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, enfin même emblématiquement. Oui, c'est clair. Dans le charisme et tout. Même si à un moment, il a été sur le banc pendant un an, je crois. Donc l'année où ils descendent, ils rejouent que les matchs de la fin. Enfin, ils descendent pas d'ailleurs, mais ils sont sauvés en 2008 par. Ouais, parce qu'ils jouaient plus. Non, ils jouaient le maintien, ils avaient besoin de. Ouais, mais après, il était quand même vachement. Enfin, de mémoire, il était vachement présent parce qu'ils lui ont filé quand même le brassard à un moment. À la fin, et avec, en tout cas, pour les matchs du sauvetage, il est là avec Amara Diané devant. Et après, c'est sûr que sur la saison, je ne l'ai plus en tête exactement, mais il y a dû y avoir des hauts et des bas. Mais c'était qui l'entraîneur? C'était Paul Le Guen, je crois. Qui puisse se passer de Paoletta, j'ai un doute. Il semble qu'à un moment, c'est sûr. Mais ça peut expliquer les résultats. Bah oui, non, mais après, il y a eu plusieurs phases comme ça au PSG. Ouais. Justement, on parlait de Ronaldinho. Ronaldinho avait été mis sur le banc par lui. Et c'est vrai que quand tu joues le maintien, c'est pas le joueur qui courait le plus, Paoletta. Donc tu as besoin d'avoir quand même des joueurs qui sont un peu plus actifs. C'est surtout le renard de surface. Paoletta a l'image un peu d'un Trezeguet ou d'un Inzaghi, etc. C'est des joueurs quand tu as besoin de presser, de récupérer des ballons, de faire des replis défensifs, etc. Tactiquement, je peux comprendre qu'à un moment donné, il ait pu sortir un peu de l'équipe. Mais ça pour dire que le PSG a existé avant les Qataris, il y avait comme du beau football. Et tu as un pire souvenir comme ça? Un pire souvenir, la remontada. Non, mais ça, c'est avant les Qataris, je veux dire. Tu veux dire avant les Qataris? Ouais. Un pire souvenir, à la rigueur, le pire souvenir, c'est quand on a failli descendre contre Sochaux avec le but qui nous sauve. Je te dis, à la rigueur, tu me demandes, pire souvenir, c'est à peu près ça. Mais non, je ne vais pas forcément, là, comme ça, te sortir un souvenir à part le sauvetage de Amara Diané. D'ailleurs, moi, j'ai une petite question par rapport à la remontada et Manchester United l'année d'après, je crois. C'est lequel qui t'a le plus... Non, mais c'est sérieux, c'est lequel pour vous en tant que supporter du PSG? Barcelone, ça fait mal parce qu'on part quand même avec un 4-0. On part limite fanfaron en mode c'est bon, on est qualifié. Au final, on se prend une bonne claque. Donc, claque et un vol. On est d'accord, ça volé ce match. L'arbitrage est minable, je veux dire. Oui, mais au-delà de ça, l'arbitrage, bien évidemment, c'était du vol, mais en attendant, on n'a pas été qualifié. En attendant, on est terminé à 5. C'est sûr, après, il y a des circonstances et en effet, ils sont liquéfiés. L'arbitrage est incroyable. Il y a vraiment un truc très, très, très bizarre sur ce match. C'est quoi? C'est que Piqué n'est pas expulsé. Mais je crois qu'il a arrêté d'arbitrer d'ailleurs après, non? C'est pas ça? Non, mais la faute, le pénalty sur Neymar ou quand Neymar tombe, il ne doit pas... je sais plus, c'est Kurzawa qui n'a pas le choix de... Non, mais même Paris, ensuite, ils ont un penalty qui est complètement sur un tac par derrière, qui est complètement oublié, alors qu'il n'y a même pas à se poser la question de la vidéo. Di Maria, non? C'est pour ça que moi, je crois que sur Di Maria, sur Cavani qui doit lui mettre un ballon. Sauf que c'est pour ça que je suis d'accord avec ta remarque. L'élimination contre l'équipe D-C de Manchester United à domicile sur une main en l'air comme ça de Kimpembe qui voit pareil. Il tourne la tête aussi, on rappelle. Il pousse comme ça et d'ailleurs pour moi c'est le genre d'action que la FIFA, l'UEFA doivent changer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune action de but et donc on doit mettre des coups francs indirects, on doit changer les choses parce qu'il y a un penalty pour une balle qui allait sur le périphérique. Donc, je ne dis pas ça pour défendre le PSG, c'est pour tous les matchs dont je parle, mais là, c'est des actions qui n'ont aucun sens dans le football. Et à l'arrivée, Paris est éliminé là-dessus, et à domicile, et je trouve que c'est encore plus choquant cette élimination. Il n'y avait rien en face, alors que Barça, il y avait les meilleurs joueurs du monde. Mais est arrivé ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'on dit aussi en général, c'est qu'on n'a jamais été, en tant que supporter parisien, on a toujours dit on n'a jamais été aidé par l'arbitrage. On a toujours eu des complications au niveau de l'arbitrage qui font que... Voilà, après, on ne va pas refaire le film. Un peu tous les clubs français, ça. Non, mais c'est 2019, c'est vrai que c'est dur, parce que là, il y a une bonne équipe de Paris en 2019. Autant en 2017, l'équipe de Paris n'est pas ouf. C'est la moins bonne équipe, je pense, de l'ère Qatari. Ils sont pas champions cette année. C'est Monaco qui est champion. C'est le départ d'Ibra. Si, je crois, il y a encore Maxwell quand même. Non, mais il y a Cavani, il y a Di Maria, il y a Pastore, mais il y a un creux. Il manque quelque chose. L'ère Zlatan, c'est terminé. Et pour se réinventer derrière, ils créent leur star system un peu fou. Et bon, ils se plantent aussi, mais au moins, ils recréent quelque chose. En effet, ces années-là sont un petit peu plus...
plus. C'est vrai que Manchester, c'était quand même, je pense. Parce qu'on rappelle, Paris à l'époque mène 2-0 à l'aller, je crois, gagne 2-0 le match aller. Et puis, 1-0, but de Kimpembe, ou peut-être 2, mais Kimpembe en tout cas marque son premier but avec le PSG là-bas. 1-0, d'accord. Et 3-2 au retour, hein, avec des fautes, des buts d'inattention. Enfin, non, c'est incroyable. C'est Kehrer qui fait n'importe quoi aussi. Kehrer, ça a été compliqué, je trouve, au PSG. Alors qu'aujourd'hui, c'est un bon joueur de Monaco. Il est solide à Monaco maintenant. Vice-capitaine, je crois, mais c'est un des tauliers de la défense monégasque. Il a connu des remontadas, donc vous disiez Barça, Manchester. C'est pas tout, il y a eu Chelsea aussi en 2014. Hein. En 2000. Chelsea, c'était 2014, ouais. Mais là où il gagne à 10 contre 11, je crois. Non, 2014, c'est là où on se qualifie, justement. C'est là où on se qualifie. Thiago Silva, c'est 2015, ça. 2015. Ils prennent leur revanche après en prolongation. C'est en 2015, ça. En 2014, ils gagnent 3-1 à l'aller avec un super but de Pastore. C'est Dembaba. 2-0. Et Dembaba, qui n'a jamais joué, qui est français, qui n'a pas joué, qui a jamais joué. Directeur sportif de Dunkerque. Qui est directeur sportif de Dunkerque maintenant. Okay. Et oui, donc ça aussi, ça a été. Non, Paris n'avait pas vraiment eu de chance. Il y a des traumatismes. Mais c'est dans ces traumatismes qu'on forge les plus grandes victoires. C'est ça, exactement. Mais on oublie quand même le trauma du Real 2022. Là, on a clairement, PSG a clairement le match en main. Benzema, et puis Donnarumma, carrément, qui fait des boulettes. Voilà, on va pas. Il a fait une boulette et après. L'inefficacité devant aussi, les gars qui défendent. Il marque un but qui refusait en première mi-temps. Mais je rebondis sur ce qu'il dit. Dans les défaites, dans les désillusions comme ça, on construit les grandes victoires. Nous, à Marseille, c'était pareil. 91, Paris, la main de l'erreur d'arbitrage, le vol, le scandale sur la main de Vata, c'est ça Ça, c'est en 90. 90, ensuite il y a la finale à Bari en 91 qu'on perd. Enfin bon, il y a eu toute une expérience qui a été pour se terminer par 93 et la victoire, mais c'est pas forcément peut-être le meilleur match, c'est pas la meilleure finale de Marseille. Hein. On est archi dominé en première mi-temps. Si on est mené 2 ou 3-0, il y a 2-0, il n'y a rien à dire. Puis bon, après, il y a ce coup de tête. C'est pas la même idée des champions. Ils ont eu 3 matchs pour arriver en finale. Donc... Non, mais alors ça c'est ce qui se dit. Mais attends, c'est pas tout à fait juste. Parce que tu sais qu'à l'époque, c'était que les champions. Oui, c'est ça. Que les champions. Donc déjà, c'est pas pareil. Parce que maintenant, il y a 3-4 équipes par pays. Les pays majeurs, les 6-7 championnats majeurs. Donc c'est quand même pas pareil. Tu as le 4e de certains championnats qui fait la Ligue des Champions. À l'époque, c'était les champions, donc tu avais une poule, et puis après, tu allais directement, non pas en finale, mais en demi, je crois. Je crois qu'il y a eu 2 groupes de 6 et les 2 premiers partent en demi. Quoi. Mais après, j'avais bien regardé cette année-là, en 93, l'année où on gagne la Ligue des Champions. C'est pas de la faute de Marseille si le Real de Madrid s'est fait éliminer avant, si le Barça c'est ça. Ça se trouve, Paris aurait gagné la Ligue des Champions bien avant si c'était encore dans ce système-là. S'il n'y avait que les champions. Déjà, ils ne se faisaient pas taper par le Barça les autres années, parce que le Barça n'était pas le champion. Oui, mais l'année où on gagne contre le Milan AC, c'est considéré comme la meilleure équipe du monde. L'Étoile Rouge de Belgrade, à l'époque, c'était costaud. Il y avait des clubs portugais aussi qui étaient très costauds. Thibaut pourra en parler sûrement mieux que moi, mais Lisbonne, le Benfica, tout ça, c'est des grandes années du Benfica. L'Ajax d'Amsterdam. Il y a des renouvellements de génération de clubs c'est des renouvellements. Aujourd'hui, on regarde ça avec un œil un peu bizarre. C'est ça. Alors qu'avant, c'était la plus haute intensité possible. C'est ça. Aujourd'hui, on se pose des questions. Le Milan d'aujourd'hui, les Rossoneri sont plus ceux d'il y a 15 ni d'il y a 25 ans. Et pourtant, c'est des clubs légendaires. Mais donc, on est toujours fiers de battre Milan. Ouais, parce que comment t'expliques justement, vous-même vous l'expliquez tous, ce Milan AC aujourd'hui qui est devenu un bon club, mais bon, voilà, on n'est pas. Ça fait trembler personne aujourd'hui. Hein. C'est le problème C'est un bon club, ceci. C'est le problème de l'argent dans le football qui a révolutionné certains clubs qui sont devenus plus compétitifs et d'autres qui n'ont pas su se réinventer. Et aujourd'hui, même quand on sait un petit peu travailler dans le football, on a ses propres réseaux. Il suffit d'un couac, 2 couacs et une équipe, elle se déséquilibre. Là, le PSG de ce début de saison, il commence à se déséquilibrer un peu malgré les préceptes et le travail de Luis Enrique parce qu'il y a 4 titulaires en moins. N'importe quelle équipe avec 4 titulaires. 4, 5, en moyenne. Ouais. Et dès qu'un club se retrouve avec 4-5 titulaires en moins, certains ont l'impression qu'en jouant à FIFA, aux jeux vidéo, au Football Manager, ça passe. Mais dans la vraie vie, non. Le football, c'est un équilibre hyper précaire. Et donc ces clubs-là, il y a des cycles et c'est tant mieux, sinon on se lasserait du foot. Liverpool, pendant des années, il n'y avait plus rien. C'est revenu au top. Pareil, donc c'est super qu'il y ait des cycles comme ça. Et d'ailleurs, le cycle de Manchester City, certains prédisaient qu'il n'allait jamais s'arrêter. Il est retombé avec Guardiola et ça va peut-être repartir. C'est vrai que il y a des cycles. C'est pour ça qu'il faut en profiter tant que. C'est vrai. C'est ça les cycles. En tant que supporter parisien, on en profite. C'est vrai que là aujourd'hui, le club in, c'est clairement le PSG. On va pas se mentir. Ça aujourd'hui, le PSG fait peur. Le Barça,
Et le Real, bon, on en parlera au téléphone avec Tiffany. Real, c'est out, plutôt. Ouais. Je trouve pas des masses très très bons. Après, Xabi Alonso vient d'arriver il y a quelques mois, donc peut-être aussi le temps de construire son équipe vraiment et ses automatismes et des choses comme ça vont peut-être faire que dans les prochains mois, ça va avancer. Mais là, aujourd'hui, c'est pas... ils ont perdu contre l'Atlético, quoi. Ils ont pris une bonne claque quand même. Il y a un bon Mbappé quand même, mais paradoxalement... Bien sûr, on minimise, mais... Oui, mais tu peux pas compter que sur lui non plus. Ouais, mais les autres sont blessés aussi. Bellingham, en ce début de saison... Non, ils ne sont pas blessés. Il était blessé, il est revenu fin septembre. Bellingham, il y a un problème en fait au Real, c'est qu'il n'y avait plus de leadership. Et en fait, quand vous avez trop de leaders, c'est le départ de Toni Kroos surtout. Voilà, Toni Kroos pour en effet créer du lien et un jeu collectif. Et surtout, quand vous avez trop de stars, et on l'a vu au PSG sur les années 2020, en fait, vous ne savez plus à qui donner le ballon. Les lignes arrière. C'est vrai que ça joue. Ça. En fait, c'est une guerre d'ego le football. Et donc là, au Real Madrid, enfin, Xabi Alonso a décidé que c'était Mbappé le leader. Donc là, il cartonne, mais les autres doivent apprendre à se mettre à son service. C'est comme ça qu'Mbappé peut être bon, c'est s'il est tout seul. Et quand on est une star comme Vinicius ou même comme Bellingham, il faut accepter de jouer pour. Ouais, c'est compliqué. Mbappé. Et ensuite, il y a aussi l'autre problème, c'est que depuis son non-ballon d'or, Vinicius est devenu l'ombre de lui-même aussi. C'est vrai, ça a joué mentalement. Alors là, il y a aussi des leviers sur lesquels appuyer pour redresser Vinicius dans sa tête. Il y a des préparateurs mentaux, il y a plein de choses pour leur mettre bien, mais il faut déjà qu'il accepte que Mbappé soit le leader. Et ça, baisse un peu son ego. Ça, c'est le plus dur. Et c'est pour ça que le Real, tant qu'ils n'auront pas réglé ces choses-là, ils ont des très bons joueurs. Oui, effectivement, c'est pas... On est quand même dans un problème de riche. Exactement. C'est pas non plus... Voilà, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, quand il y a trop de stars, c'est compliqué. Les Galacticos, dans les années 2000, n'ont jamais gagné une Ligue des Champions. On parle d'une équipe où il y avait Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane. Ça va. Fonctionne qu'en jeu vidéo. Je pense qu'il y a pire comme équipe. Ça vend des maillots, c'est bien. Ça vend des maillots, mais globalement, ça n'a pas gagné. Donc, il faut des fois juste une star. C'est bien comme ça que le PSG gagne exactement la Champions League. C'est que c'est pas forcément des grosses stars, c'est des jeunes, c'est des mecs qui en veulent sur le terrain. L'image de Porto qui gagne avec des champions aussi en 2004 et Monaco qui élimine le Real de Madrid avec Figo, Ronaldo, on avait deux équipes, Zidane. Il y a 5 ballons d'or, 4 ballons d'or sur le terrain en face ce soir-là et Monaco élimine le Grand Real. Avec Julie. Avec les Galactiques, avec Ludo et va en finale cette année, qui perdent contre le Porto. C'est Porto de Mourinho à l'époque. 3-0, Julie aussi se blesse très vite. Il se blesse en première mi-temps. Mais bon, voilà, donc ça rejoint un petit peu. Le football, c'est pas FIFA, justement. C'est pas, non, mais c'est important parce que peu de clubs se le disent ça. En fait, tout le monde a envie d'avoir le maximum de stars. On a vu au PSG, on a vu dans tous les clubs qui ont les moyens. Et c'est pas là qu'ils ont été. C'est souvent qu'après. Et pareil, les débuts de saison sont souvent un trompe-l'œil parce qu'en fait, les équipes qui commencent à être bonnes en janvier sont celles qui remportent les titres. Et avant, l'an dernier, Liverpool a été excellent jusqu'à février. Et ensuite, ils ont baissé en régime. Ils se sont fait éliminer par Paris. Et à la fin du championnat était plus dur, mais ils ont gagné le titre. Et ça arrive tout le temps. Même, on se souvient d'une année où Chelsea récupère Thomas Tuchel, viré du PSG en décembre, janvier. Ils sont champions. Di Matteo, avec Chelsea aussi, arrive en janvier. Les champions d'Europe dans la foulée, 3, 4, 5 mois après. Tuchel est viré du PSG, pourquoi déjà Tourelle faute de résultats. Ils étaient premiers quand même, donc tu te fais virer quand mais je pense que c'est plus une question de Ligue des Champions. Comboré, pareil, il était premier. Juste après, il fait une finale Ligue des Champions 3 mois avant. Il gagne la Ligue des Champions. Non, mais il fait finale et fin août 2020, et victoire en finale. 2 finales d'affilée. 2 finales d'affilée, qui gagne la deuxième. Dont une qui gagne. Ouais, c'est vrai. Je vais beaucoup le Tuchel. Il entraîne en Angleterre, je crois, c'est ça. Exactement. Thomas Tuchel. Voilà, donc le football, on sait qu'il faut avoir. Mais un peu à l'image ça rejoint ce qu'on dit, les listes. Les gens, parfois les fans ont du mal à comprendre les listes pour les grandes compétitions internationales, etc. Mais pas forcément les 22 joueurs les plus talentueux qu'on amène pendant 2 mois en compétition, 1 mois et demi. Il y a une vie de groupe aussi, il y a des égos, et puis il faut que tout le monde arrive à vivre ensemble, à composer, que certains vont jouer, d'autres moins. Et ça, c'est pas une addition forcément de talent. On peut rappeler quand même France 98. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tiffany, tu t'en rappelles? Je me souviens surtout du jour du 12 juillet 98, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, joyeux anniversaire. Je ne peux que avoir cette date-là. Je suis du lendemain, moi. Mais 12, oui, tu n'es pas du 12. Je suis du 13 juillet. On va aller un peu de ce
Team cancer. Non, mais ouais, moi aussi, je suis cancer, je suis le 2 juillet. Voilà. Loin de ça, 6 avril. Okay. Du 2 juillet. Petite parenthèse 2 juillet, du coup, l'Euro, 2 ans après. Ah, exactement. Et mon frère est du 2 juillet. Ah, c'est marrant. Donc, on était prédestinés à être. C'est ça. C'est vrai que je me rappelle où j'étais le 2 juillet 2000. Ah oui, 2 juillet 2000. Un dimanche soir. C'est ça. Tavernière-sur-Mer. Enfin bref. Mais je commençais un stage de tennis, vu qu'on se raconte le vice et tout, le lendemain. Donc oui, pourquoi on parlait de France 98 ? Parce que ça n'a pas clairement été la meilleure équipe qu'on considère de l'époque. Il y a quand même à l'époque Cantona qui n'est pas appelé. Ginola, Papin. Ils sont un peu sur la fin. Papin, il est un peu sur la fin. Ginola est encore élu meilleur joueur d'Angleterre cette année-là. Hein. Non, mais tu sais, on voit ça avec le regard d'aujourd'hui, mais à l'époque, Guy Varche est meilleur buteur du championnat de France de D1. Oui, c'est ça. Je pense que tu vas en venir, hein, je sais où tu vas en venir. Mais il marque 47 buts sur la saison. Il y a Delkia aussi qui fait une super saison avec Arsenal. Oui, mais il n'est pas aussi efficace qu'il a 17 ans et demi ou 18 ans. Il n'est pas aussi efficace que Guy Varche. Il ne fait pas une bonne saison. Il fait une bonne saison, Arsenal, mais il marque. Henry ne fait pas une super saison avec Monaco. Henry ne fait pas une super saison avec Monaco. Pourtant, il fait une super Coupe du Monde. Mais c'est ça, c'est des choix. Kashim Banda en 2006 aussi. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on 2018. Des coups d'astrologie aussi. Vraiment Domenech qui avait parlé un peu pareil aussi. Finalement, Deschamps a toujours dit qu'il jouait mieux à Benzema. Ouais, et puis il y a toujours cette vie de groupe et des joueurs qui doivent accepter de moins jouer, voire de ne pas jouer du tout. Adil Rami, par exemple, tu prends Adil en 2018, il est content d'aller à la Coupe du Monde. Il était traumatisé. Non, c'est vrai, il est là, Adil, il fait un peu mais il est là pour le collectif, il est là pour mettre l'ambiance. Mais pourtant, il fait une énorme saison. Hein, c'est un vrai problème en plus de devoir gérer 20-25 bonhommes, 45 jours, tous les jours ensemble. Il le raconte, au bout de 15 jours, ça va, 3 semaines, il commence déjà à pouvoir se blairer. Et parce que c'est tous les jours. Toi, t'as des combien Moi, j'ai des échos, souvent de ces joueurs, anciens joueurs. Et en fait, grands joueurs, mais même Kylian Mbappé, on a encore parlé récemment, publiquement, de ce genre de situation où ils ont regardé toutes les séries Netflix, ils ont joué à tous les jeux vidéo et ils se sont tout raconté, histoire privée. Ils ont appelé leur famille 120 fois par jour et t'en es à 30 jours de compétition, t'es fatigué et tu vas revoir des mecs que tu connais par cœur. Et au bout d'un moment, ils ont envie de s'évader. C'est ce qui arrive d'ailleurs souvent avec des soirées qui se prolongent, des mecs qui font un peu le mur et des trucs dont on entend parler quelques temps après ou un peu plus tôt quand les résultats sont pas là. Mais c'est la réalité, c'est l'humain qui est comme ça et c'est obligé. Grosse cohésion, ça peut créer une grosse cohésion. Quand tu as des ramis dans les parages, généralement ça crée des bonnes cohésions. Il faut avoir un caractère fort parce que c'est-à-dire que ça, il faut accepter. C'est au coach aussi de le sentir. Tu vois. Didier, quand il accepte. Créer des choses. Parce que par exemple, en 2006, Vicage Dorasso, c'est pas pareil. Il a clairement fait un film là-dessus, ce substitute. Ouais. Voilà, lui, il n'a pas joué une seule seconde. Je crois. Ah, si, il a peut-être joué dans les poules. Il a un peu joué sur les premiers matchs contre la Suisse, je crois. Lui, il a mal perçu. Ouais. Lui, il a très mal perçu. C'est là que des staffs étoffés aujourd'hui par rapport aux moyens qu'il y a, qui sont importants, d'accompagner beaucoup de joueurs de préparateurs mentaux, à la diététique, de toutes ces choses-là qui permettent à ces groupes qui sont des super athlètes de mieux vivre les événements où ils sont surdemandés et sous pression en permanence. Et ça aide les mecs à passer le cap, parce que sinon, quand tu vois ton coéquipier réussir, être adoubé, et toi, tu te prenais pour une star, rien à côté, alors que tu as le même maillot et que tu es dans la même sélection, ça peut créer vite des tensions. Parce qu'il n'y a pas que le physique au final, il y a le mental aussi qui joue énormément et qui fait partie aussi de toute cette sélection de footballeurs. Si tu n'as pas le mental derrière et que tu as le physique, ça ne marche pas, et inversement. Donc il faut vraiment combiner les deux, je pense, pour pouvoir soit être sélectionné en équipe nationale ou même en tant que footballeur. Il y a une question que je me posais justement aussi par rapport au club. Est-ce que il y a comme des rivalités entre les joueurs selon les salaires ? Il y a quand même des joueurs qui sont beaucoup mieux payés. Alors bien sûr, on peut parler des grands clubs, mais même dans les clubs moyens comme Rennes, où il y a forcément des joueurs qui sont beaucoup plus payés que d'autres. Est-ce que ça crée des tensions ? Toi qui as peut-être faire des clubs. C'est les agents qui adorent faire fuiter ce genre d'infos. Ouais. Parce qu'en fait, ça leur permet de récupérer d'autres infos, de faire monter les enchères, négocier ailleurs, de faire fuiter des fausses infos pour ensuite prêcher le vrai du faux et mettre la pression sur les clubs qui détestent ça, eux, forcément. Et les entraîneurs, au milieu de ça, ils pètent les plombs parce que eux, ils n'ont pas normalement à gérer ces problèmes-là. Et à l'arrivée, c'est des problèmes qui sont sous-jacents dans le sens où c'est pas non plus ce problème-là dont tu vas te parler en te changeant dans le vestiaire, en allant faire ta préchauffe. Mais en même temps, si ton capitaine ou buteur, il met pas un but et que tu sais qu'il a 3 fois plus de salaire que les autres, il y a un problème. Donc, il faut que ta grille, ta masse salariale soit cohérente. Ça, c'est un nouveau problème. Masse salariale cohérente, sinon ça peut vite exploser aussi. Et là, quand tu as trop d'écart entre certains joueurs par rapport à des niveaux qui ne sont pas assez différents d'ailleurs,
là, il y a un problème. Mais au niveau des transferts, quand un mec a été acheté je sais pas combien et que derrière, il n'est pas... Et ben voilà. Je pense à Anthony Martial, par exemple, à Manchester, Benjamin Mendy, qui a été exceptionnel à Manchester City. Là, Ekitike qui arrive à Liverpool pour 90 millions d'euros, tout de suite, c'est une pression énorme. Pour les joueurs, c'est pas forcément bien. Et c'est dur, c'est dur. Au final, il s'en sort plutôt bien. Pour l'instant, ouais. Ils sont sortis partout sauf à Paris. Hein. C'est ça. Comme Colomwani qui a été une pression pour le Paris est un club où tout le monde ne peut pas jouer. On a pu le voir depuis la nuit des temps au PSG. Très particulier. Et puis les entourages qui sont souvent là, très présents à Paris. Il y a toujours quelqu'un qui a de la famille à Paris. Donc il y a des demandes, c'est oppressant. Les soirées parisiennes, c'est l'enfer. Et en plus, ils ont l'impression que c'est grand et qu'ils sont tranquilles. Sauf que c'est un village, tout le monde se connaît. Bien sûr. Et en fait, tout fuite. Ils vont tous dans les mêmes boîtes de nuit aussi, donc c'est tous les mêmes. Et donc c'est en fait un enfer. Et à moins d'être exceptionnel ou d'être brésilien, ce sens artistique du foot qu'ils ont, et encore, ça ne permet pas de durer. Ils ont besoin de danser, chanter pour avoir, je ne fais pas de généralité, mais il y en a beaucoup qui aiment bien se sortir de la pression avec les fêtes et les soirées. Ronaldinho adorait ça aussi, il en avait besoin pour vivre, pour bien jouer. Chacun ses trucs, mais ça crée aussi des problèmes, fatalement. Verratti, sa carrière se termine à 28 ans parce que il joue encore, d'ailleurs. Il joue au Qatar, mais c'est vrai que sa grande carrière se termine très jeune parce que c'est ça, l'hygiène de vie. Il a brûlé sa carrière. En quel joueur. Et pourtant, il n'était pas très jeune. Mais c'est ça, mais il ne pouvait peut-être pas durer mentalement plus longtemps non plus dans le très haut niveau parce que la pression. Il a 2-3 enfants. Les efforts, les sacrifices. Quand tu regardes des mecs comme Ronaldo qui ont une hygiène de vie et qui jouent encore aujourd'hui et qui sont exceptionnels, oui, mais parce qu'il a vraiment une hygiène de vie irréprochable. Il arrive 1 heure avant, 2 heures avant, partir 2 heures. C'est vrai que ça reste un exemple pour nous tous. Non, mais c'est ça. Entraînement à 10h30 à Madrid, il était là entre 7h30 et 8h, déjà à la piscine, puis dans la salle de musculation, puis il arrivait à l'entraînement avec tout le monde. Et eux, ils arrivaient, et ils disaient, c'est quoi ce robot? C'est une machine. Les résultats sont là. Il n'a pas été beaucoup blessé, Ronaldo aussi. Fait très attention. C'est ça aussi, un footballeur, ça dépend de ses blessures. Mais après, justement, parce que l'hygiène fait que... Ça dépend, c'est un tacle ou quoi. Oui, non, ça c'est la malchance. Musculaire. Tellement gainé que finalement dans les duels il était moins amené à ça, il avait un jeu qui permettait aussi moins de le bousculer physiquement, mais il y avait Souleymane Diawara, l'ancien Marseillais, qui en avait parlé, qu'il avait essayé de le déboîter, et c'est un des seuls qui a réussi à le blesser d'ailleurs, et qui s'en est voulu après. Oui, mais ça énerve, mais est-ce que justement la question en parallèle, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont quand même protégés? On leur dit, celui-là, vous pouvez pas taper dessus. Moi, j'ai entendu parler de ça, en fait. Qu'on disait. À l'entraînement ou... Non, en match. Parce qu'à l'entraînement, à l'entraînement, il y a dans des clubs, il y a des joueurs qui ne les touchent pas. Mais en match, on dit, là, tu peux aller sur le 10, mais pas sur le 9. Ou toi, non, on l'a vu avec Neymar en Ligue 1. Neymar, il se faisait on l'a vu avec tous les artistes, en fait, aujourd'hui. C'est vrai que Neymar, mais il était toujours dans la provoque. Mais il était aussi dans ce style-là, d'avoir envie de dribbler, et donc ça c'était mal perçu. Mais, non, ça, j'ai pas entendu. Non, il n'y a pas de... Le joueur protégé, c'est dur aujourd'hui. En plus, tout est filmé. On voit beaucoup de choses. Justement, Thibaut, pour parler de toi, donc on dit, rappelle, journaliste sportif, tu as bossé à TF1 notamment. C8, CNews. Alors, TF1, c'était l'époque de Téléfoot. C'était 2007 à 2016. C'est vrai. J'étais principalement sur LCI, la chaîne Info. Et puis après, il y a eu l'affiche de la semaine, les émissions comme Téléfoot aussi auxquelles j'ai collaboré. Et donc, ça m'a fait mes 10 premières années télé et l'apprentissage du métier. Tu étais passionné de football à la base? Et j'ai fait sport-études de 12 ans à 16 ans. Comme beaucoup, j'ai rêvé de foot et je m'étais dit que le foot, de toute façon, il fallait avoir beaucoup de talent, pas mal de chance et réussir, ça n'a pas été le cas. Et donc, tu voulais être footballeur professionnel? C'était les rêves de gosse. Et dans les rêves de gosse, il y avait, sinon, pour être proche des artistes sportifs et des gens que je trouve magnifiques, le journalisme, tout ça. Et ce qui est aujourd'hui maintenant de la création de contenu, on l'appelle comme on veut, et le journalisme qui va avec. Et ça s'est fait mécaniquement, en fait. Les journalistes qui suivaient nos matchs où je jouais à Moulins en Auvergne bossaient donc pour le journal La Montagne. Oui, c'est ça, et à 18 ans, quand j'ai eu le bac, je suis devenu pigiste en plus de mes études pour le journal local.
donc des articles sur tout, pas que le sport, pas que le foot. Et je me suis plu à faire ça. Et donc j'ai fait ça pendant mes 5 ans d'études post-bac, et j'ai fait un master de journalisme, et c'est là que je suis arrivé à LCI. J'ai démarré en télé, 10 ans LCI, TF1, et puis finalement, quand C8 a créé Cyril Hanouna et Estelle Denis Touche pas à mon sport, j'ai décidé de démissionner pour aller bosser là-bas. C'était une bonne expérience pour toi, Touche pas à mon sport? Ouais, formidable, parce que c'est une toute autre façon de bosser. Rien à voir avec le... Très hanounanisé quand même, hein. C'était... Oui, mais c'était pas ce que c'est devenu. C'était encore... mais vous allez annoncer toutes les 5 minutes, dans un instant, touche pas à mon poste. Ah oui, c'était... Oui. Ah bah, c'est sûr que c'était les meilleures audiences de la chaîne, cette émission TPMP. Ouais. Donc, quand tu fais l'émission de 17h à 19h avant, tu es là en préchauffe. Warm-up, on dit. En warm-up du prime, bien sûr. Ouais. Donc, c'est le jeu de la télé, mais j'ai énormément appris sur ces 4 années-là, puisqu'après, j'ai fait C'est que de la télé avec Valérie Benaïm et Julien Courbet. Ah oui. Et donc, on s'est éclaté aussi tous les jours à faire de l'actu la plus généraliste, mais j'étais un peu le monsieur sport. Et derrière ça, le Covid est arrivé, les contrats télé sont tombés. J'ai voulu monter ma chaîne YouTube et chaîne Twitch, ce que j'ai fait, ce que je fais toujours. Et en parallèle, j'ai fait 1 an et demi sur la chaîne L'Équipe. À ce moment-là, dans l'équipe d'Estelle, avant qu'elle parte sur AMC, en effet. Donc, c'était un grand plaisir de faire 13 ans de quotidienne télé, du lundi au vendredi, que des directs, quasiment, quelques enregistrements, tournages. Donc, c'est l'école du direct que j'ai adoré. C'est bien que tu aies arrêté, parce que tu ne serais pas venu sinon aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, ouais, non, là, pour le tournage, non, mais... Ouais. On aurait trouvé un créneau. Donc ouais, ta chaîne YouTube alors parle. Beaucoup de réactions au foot. Vous êtes plusieurs. D'analyse. Là, moi, c'est la chaîne en mon nom, de Thibaut Vézirian. Et ensuite, j'ai des collaborations avec des joueurs, ex-joueurs, agents, invités qui veulent parler foot pour mettre de l'avis et mélanger surtout les avis. Parce que le foot, il appartient à tout le monde. Et c'est ce que j'aime avec les réseaux et les nouveaux moyens de diffusion. C'est la spontanéité, le fait que tout le monde puisse parler, et il y a moins la vitre large de la télé qui expulse un petit peu les gens qui la regardent. Là, avec les réseaux, il y a le rendu instantané. Mais justement, on parlait de diffuseurs là tout à l'heure, Ligue 1+. Donc toi, tu n'as pas été contacté alors, DAZN, parce qu'en 5 ans, la Ligue 1 changeait 5 fois de diffuseur. Faut suivre, ouais. Il y a eu Mediapro. Ouais, Bing, Canal, Mediapro, DAZN, Prime, puis DAZN l'an dernier en urgence. Ouais. Et là, DAZN s'est fait... Ouais, non, et rien, DAZN a... Ils ont championnat d'Italie maintenant. Ouais. DAZN a payé pour quitter les droits télé du foot français, tout en gardant, en fait, quand vous avez votre abonnement DAZN, vous avez encore quelques matchs. Peu de gens le savent, mais vous avez encore quelques matchs sur DAZN. Et vous pouvez aussi, via DAZN, vous abonner à Ligue 1+. Et quelques matchs de Ligue 1 sur DAZN. Ouais. Si vous avez votre abonnement de l'an dernier de DAZN qui court encore, parce que si vous l'avez pris en octobre 2025, 24, vous l'avez encore en 2025. C'était sur 1 an. Donc, et vous avez encore... Ils commandent des matchs ou c'est des diffusés de... Non, c'est Ligue 1+ qui est disponible. Ah oui, c'est vrai, c'est Ligue 1+ qui est disponible. Donc, mais Ligue 1+, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que la production est top, parce qu'enfin, ils ont relevé le niveau de la production. L'an dernier, DAZN payait le fait que c'était la Ligue qui produisait. DAZN est arrivé sans moyen de production, donc ça, peu de gens le savent. Mais la réalité, c'est que DAZN est arrivé, on leur a dit, bon, vous n'avez pas le temps de mettre des moyens de production en place, donc voici 40-50 millions d'euros, normalement ça en coûte 100, et faites la Ligue 1, et on va vous la produire. Sauf qu'il n'y avait pas la 4K, c'était 2 consultants au lieu de 4, 2 présentateurs au lieu de 4, et tout divisé par 2. Donc ils sont arrivés, ils ont donné un contenu, on leur a dit, oh, c'est moche votre truc. Mais ce n'était pas eux, c'était finalement la Ligue qui était responsable de cette urgence et de ce problème-là. Cette année, c'est beaucoup mieux, c'est quali, il y a tout ce qu'il faut, ils ont mis... Mais en termes d'abonnés, bon, ils se gargarisent du million, il y en a 600 000 qui viennent de DAZN, donc bon, 400 plus 600, c'est très bien, mais il n'y a aucune rentabilité là-dedans. Donc on attend de voir, parce qu'aujourd'hui, les clubs, ils gagnent 0. J'exagère à peine. Ça veut dire qu'à tout moment, ils vont rechanger encore. À tout moment, il va falloir trouver un mécanisme, peut-être de vendre 1 ou 2 matchs à Canal pour cher, pour générer des millions en plus. C'est ce que fait très bien la NBA depuis des années, et ils devraient en prendre un petit peu la graine, c'est que la NBA s'adosse à son League Pass, qui est vendu avec tous les matchs à tout le monde dans le monde entier. Et à côté de ça, vous avez alors ça a été ESPN et d'autres grandes chaînes américaines qui payaient cher pour avoir les grands événements Prime et diffusés là sur le territoire américain. Et donc là, vous avez un mix des deux, abonnement plus les chaînes.
Je pense qu'on doit y arriver parce que Ligue 1+ ne permettra jamais au club de vivre de droits télé. Il faudrait 4, 5, 6 millions d'abonnés. Il n'y a pas 6 millions de Français qui veulent s'abonner à Ligue 1+. C'est pas mal, qui est au cœur des clubs. Voilà, mais c'est beaucoup mieux. Là, par contre, en termes de contenu, de travail autour des équipes de Taverneau et des belles équipes. C'est les équipes qui sont quasiment restées les mêmes. Oui, il y en a qui ont bougé, mais c'est jamais tous, malheureusement. Mais oui, il y en a notre l'absence de Julien Brun, notamment, qui était là. Mon ami, ami de padel. Mais c'est vrai que Thibaut nous manque. Ah oui, voilà, c'est vrai. Si, on peut dire. Oui. Mais c'est complémentaire et c'est finalement les mêmes choses. C'est des façons de diffuser différentes, mais c'est sûr qu'être en bord de terrain, commenter, c'est un exercice. Ça te manque un peu quand même. C'est un exercice qui me plaît, mais actuellement, là, j'ouvre prochainement un centre de padel aussi. J'étais très occupé. À 2 heures de Paris, au sud de Paris. Mais vraiment. J'ai envie de me mettre au padel. On va t'inviter à venir jouer avec plaisir. Pas à 2 heures de Paris. Non, mais je te paierai. À Paris, il y en a plein déjà, c'est suffit. Ah oui, mais pas besoin de venir dans le mien. Ça, c'est vrai que c'est le nouveau sport. On va faire une émission là-dessus sur le nouveau sport d'après-foot. Là, le nombre d'anciens footballeurs qui jouent, c'est grande valeur. Je crois qu'il y a Thierry Meyer qui est dans l'équipe de France. C'est incroyable. Et puis c'est ludique, c'est facile, c'est pas traumatisant au niveau du corps, et donc c'est un vrai truc. Tu joues, Tiffany, au padel? Pas du tout, j'ai jamais même essayé de jouer au padel. Tu fais de la boxe, toi? La boxe taille, ouais. Là, j'ai arrêté cette année, mais j'en ai fait 5 ans, 6 ans, je crois. Ah oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver là sur TikTok, sur tes chaînes, sur Instagram? Sur Instagram et TikTok, j'ai 2 comptes. Les comptes n'ont pas le même nom. TikTok, c'est Tiffany. En fait, moi, au départ, je voulais lancer une émission qui s'appelait La Pause Tiffany. Voilà, où j'interviewais des célébrités, parce que moi, de base, du coup, effectivement, là, j'ai un compte qui est dédié au PSG, mais avant, j'étais plus dans les médias, mais généralisé. C'est vrai que tu étais chroniqueuse People, Énergie, animatrice sur Énergie. Voilà, donc j'étais vraiment sur du People généralisé, mais pas du tout de foot. Et j'avais créé tout un concept qui s'appelait La Pause Tiffany. Et du coup, sur TikTok, j'ai laissé Tiffany, donc sur TikTok, c'est mon nom, et sur Instagram, j'ai laissé mon compte d'avant, que j'avais sur les médias, Tiffany On Air, où du coup, je poste mes vidéos TikTok sur mon compte Instagram. Et sur TikTok, je fais également des lives d'avant-match, où j'accueille aussi, pas forcément, c'est là où je te rejoins, pas forcément que des supporters parisiens. J'ai des supporters, la dernière fois j'avais des supporters auxerrois, souvent j'ai des supporters marseillais, parce que je trouve que la parole est donnée à tout le monde. Donc je ne suis pas à avoir... pour avoir un échange, il faut que, bien évidemment, chacun ait son avis. Si j'ai que des supporters parisiens, forcément, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de débat, il n'y aura rien. Donc voilà, moi j'accepte tout le monde sur mon live, je le dis toujours. Bien sûr, dans la bienveillance, pas la haine, pas les insultes. Il y en a qui arrivent forcément, en tant que femme, c'est très compliqué. J'ai souvent des retournes à la cuisine, des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du Cite-moi 5 joueurs du PSG. Alors ouais, comme je dis, je ne te dois rien. Déjà, va te renseigner, regarde mon TikTok, tu vas voir que 5 joueurs... Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est plus, tu vois, la génération d'aujourd'hui. Ah ouais. La génération d'aujourd'hui qui va vouloir te clasher, de dire vas-y, cite-moi 5 joueurs du PSG, qui est Julian Draxler. En revanche, c'est jamais ceux qui ont le courage de monter en direct face à toi. Non, toujours juste par écrit. Non. Toujours de féminisme comme ça, bien planqué quand même derrière l'écran. Sexisme. Mais moi, si tu veux, moi, j'arrive. J'ai l'impression justement que les femmes dans le monde du journalisme ou du supporter, il y en a de plus en plus. Il y en a partout. On parle de Ligue 1+, sur Canal, on pense à Laure Boulot, ancienne footballeuse, mais. Heureusement, ça commence à arriver. Sur l'équipe 21, il y en a plein. Oui, il y a aussi Karine Galige, elle est où maintenant? Elle est sur RMC, ouais. Donc, il y en a beaucoup. Ça commence. Moi, c'est vrai que... Virginie Saint-Silly. Oui, Anne-Laure, je ne sais plus si elle est toujours Anne-Laure Bonnet. Elle est plus sur les chaînes générales. Enfin, elle est passée sur des chaînes plus généralistes, notamment aussi sur Public Sénat. Ah oui, Public Sénat. Mais c'est vrai qu'elle était là-dessus. Donc non, c'est vrai que c'est toujours compliqué en étant une femme on va dire, d'essayer de se faire un pied dans ce milieu-là, mais après, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange. Tu sais, tu arrives à un certain âge, ce genre de réflexion, ça te passe au-dessus de la tête et il faut essayer d'en rire plutôt que d'être peiné de tout ça. Et quand tu commences les réseaux sociaux, tu sais très bien que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, je suis là pour débattre. Il y a des supporters aussi, forcément, marseillais qui viennent. Quand ils commencent à pas être du tout dans la bienveillance et qu'ils commencent à être méchants ou quoi que ce soit, je réponds plus à leurs questions, ils partent et puis voilà. Mais sinon, je débatte toujours avec des gens. Toujours. C'est ça le but des lives. Bon, de toute façon, on va suivre. Il faut aller suivre ce que fait
Tiffany, on va terminer par toi parce qu'on va bientôt se terminer. Donc il y a un nouveau titre qui arrive. Ce qu'on appelle le football, tu chantes aussi. Il y a l'Olympia, ça arrive dans un an, ça c'est dans longtemps. Accessoirement, ouais. C'est dans longtemps, mais pas longtemps. C'est octobre 2026. Octobre 2026. Oui, je me suis pas trompé. Non, on reprend alors que j'ai dit exactement ce qu'il va dire. C'est ça. Non, mais parce que ouais. C'est vrai que les gens n'ont pas forcément. Faut prendre des places, il reste des places, c'est pas complet encore. Bientôt. Il reste des places, c'est évidemment des dates qui s'organisent. Il y a d'autres dates aussi. Longtemps à l'avance, des concerts dans des salles comme l'Olympia. On vient d'annoncer un silo également à Marseille, donc une salle magnifique de 1700 places, donc, avec un spectacle en hommage à Charles Aznavour, qui enchante Aznavour, et une tournée dans toute la France qui démarrera à partir du mois de novembre, avec une date notamment au Château de Crémat à Nice, le 7 novembre, et toutes les dates sont disponibles sur... Ouais, on va suivre ça de toute façon, et puis il y a un nouveau titre aussi. Ouais. On va se quitter avec ton clip. Parle-nous de ce clip un peu là, le clip, c'est surtout un titre, parce que le clip sera tourné dans les prochains mois en fonction des avancées du titre, de l'accueil des radios. C'est un titre qui s'appelle Il plume des cailloux, qui aborde le thème des inégalités sociales, que j'avais eu l'honneur de coécrire avec Charles Aznavour il y a une quinzaine d'années, qui était resté un petit peu dans les tiroirs, comme on dit, et qui sort là le 3 octobre, donc, puisqu'il y a l'actualité du spectacle, donc qui chante Aznavour, et cette chanson-là que j'aimais déjà à l'époque, parce que je l'avais enregistrée, on l'a réarrangée, on a fait une réalisation avec Fabrice Ordioni pour moderniser ce titre, lui donner une couleur actuelle, pop urbaine, symphonique aussi, avec beaux arrangements de cordes. Donc non, je suis très très content. Je pense que c'est vraiment un des titres les plus forts que j'ai été amené à enregistrer dans ma vie pour l'instant. De l'émotion, comme dans le football, tomber dans la musique. Ouais, de l'émotion, et puis des messages aussi qui passent, notamment dans ce titre-là, mais dans tous mes titres de façon générale. C'est un peu ma marque de fabrique, on va dire, de délivrer des messages au travers de mes chansons. Et là, c'est encore le cas avec ce titre, Il plume des cailloux. Non, on va se quitter avec un extrait du titre. En tout cas, merci à vous, messieurs, dames, d'être ici. Aujourd'hui, dans le Street Show, on vous suit sur les réseaux. C'était vraiment un plaisir. On se quitte avec le titre. Ciao, ciao. L'immonde pénombre des ghettos sans réseau, au vestiaire de l'ombre, le soleil joue solo. Vivre est presque inutile pour cet enfant amer qui rencontre l'hostile et n'a pas de joker. Victime et non vermine, des Indes à Katmandou, et jusqu'aux Philippines il plume des cailloux, il plume des cailloux. Maigre son cœur est maigre et triste sont ses yeux. Il bâtit sous la pluie des lendemains plus bleus. À genoux se candide, tend au passant sa main. Sa mère a le sein vide et son père n'a rien. Victime du centime, de l'inflation du sou. L'injustice l'opprime, il plume des cailloux, il plume des cailloux. Faire que de rire, plus de pleurs que de balles. Quand l'exclusion empire et quand le mal fait mal, seul l'espoir l'encourage à faire un autre pas. Quand il trouve en partage les déchets de nos joies. S'il était né d'un père qui détient le va-tout, sa vie serait princière, il plume des cailloux, il plume des cailloux. Il se recroqueville dans des draps en carton et rêve d'une autre vie, figé dans l'abandon. Restera-t-il en panne sur la route du temps, comme peut l'être un âne au haras des pur sang? Victime et non vermine, des Indes à Katmandou, et jusqu'aux Philippines il plume des cailloux, il plume des cailloux, il plume des cailloux, rien que des cailloux.